Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, bonne nouvelle, nous allons installer un Linux aux côtés d'un Windows et pour ça on va sortir un vieil ordinateur qu'on aurait quelque part dans le grenier, dans les placards et tout ça et on va pouvoir le mettre en route. Et vous apercevez que si vous le mettez en route, il est peut-être sur Windows XP, sur Windows Vista, sur Windows 7 et il fait un bruit du tonnerre, il rame énormément et surtout quand vous voulez aller sur certains sites internet, ça marche pas parce que les navigateurs ne sont plus adéquats pour surfer en toute sécurité. C'est le cas, c'est ce qui est arrivé à un de mes clients l'autre jour et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce tuto. Je m'étais dit que ça pouvait vous servir. Il faut savoir que mon client, il est un petit peu plus âgé que moi, peut-être qu'il a 15-20 ans de plus que moi, donc bon, c'est pas quelqu'un de très à l'aise avec l'ordinateur et avec le double clic, vous imaginez un peu. Donc voilà un petit peu le problème et pourquoi cette personne m'a appelé. Il m'a dit votre navigateur n'est pas à jour. Afin d'éviter toute faille de sécurité, Orange vous invite à utiliser un navigateur par défaut. Donc mon client pouvait plus se connecter sur sa boîte Orange, par contre il pouvait se connecter sur Gmail, sur tout ce qu'il voulait, d'accord. Donc le problème c'est qu'il avait Mozilla Firefox et quand on a voulu mettre à jour Mozilla Firefox, qu'est-ce qui s'est passé? Il disait Mozilla Firefox n'est pas compatible avec votre Windows Vista. Oui, car il avait un Windows Vista. Donc forcément sur une vieille machine, parfois ça peut être très embêtant parce que la machine fonctionne encore très bien. Lui par exemple il a un dual core avec 4 Go de RAM, bon ça doit être du DDR2, peut-être 3, j'ai pas regardé vraiment, mais c'était largement suffisant pour installer un Linux qui serait à jour et qui fonctionnerait tout à fait normalement et beaucoup plus rapidement qu'avec son bon vieux Windows. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tenter et je me suis dit puisque finalement je vais faire la manipulation, autant la faire pour vous également, d'accord. Donc voilà un petit peu la genèse de cette histoire. Si vous avez envie de suivre ce tuto, si vous avez envie de liker ce tuto, vous êtes les bienvenus bien sûr. Si vous avez envie de vous abonner, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, si vous avez des envies spécifiques, hop, n'hésitez pas, les commentaires sont là aussi. Alors pour ça on va avoir besoin de quelques petites choses. Alors par exemple, on va avoir besoin d'une clé USB. On va avoir besoin également d'autres choses. Par exemple, on va avoir besoin de 2 logiciels et nous allons les télécharger tout de suite. Oui, c'est comme dans une recette de cuisine. On commence par dire où on préchauffe, parce que c'est le préchauffage qui finalement prendra le plus de temps. Là c'est pareil, c'est le téléchargement qui va prendre du temps. Donc ici on va aller sur internet et on va aller directement sur, alors moi j'ai choisi Linux Mint. Pourquoi? Parce que j'ai regardé les configurations de mon client et en même temps je me suis aperçu qu'il pouvait très bien utiliser Linux Mint. Linux Mint, c'est un petit peu comme Ubuntu, c'est-à-dire que en fait ils descendent tous les deux de Debian. Je crois même que Linux Mint descend de Ubuntu. En tout cas quoi qu'il arrive, ce sont des choses qui ressemblent vraiment à Windows et comme ça mon client qui n'a pas l'habitude de l'informatique n'était pas trop perturbé, d'accord. L'avantage aussi de Mint, c'est que c'est super stable, ça intègre à la fois les logiciels de Linux, mais vous pouvez aussi intégrer des logiciels qui viennent d'Android, par exemple. Donc ça, c'est plutôt cool également, et c'est très bien, voilà, vous pouvez utiliser certains logiciels Windows aussi, donc voilà, ça permet à tout le monde de pouvoir travailler, d'avoir vraiment des choses sympas et efficaces. Il existe 3 versions quand on va ici, là, dans téléchargement, download, et ici, vous cliquez là, et vous pouvez donc retrouver la version Cannelle, la version Mat ou la version XCFE, il y a même la version édition Edge ISO, mais celle-ci, je m'en suis pas occupé. Voilà. Moi, mon client, il avait un bon vieux Windows Vista, donc même s'il avait 4 Go de RAM et qu'il aurait pu, je pense, faire tourner cela parce que Linux, même si c'est plus avancé que Windows ou Mac, parfois sur certaines distributions, c'est moins lourd bien souvent. Et donc, par exemple, nous, on va prendre quand même la plus légère, c'est-à-dire la plus dénué pas de service mais de graphisme. Vous savez, à chaque fois que vous voyez un bouton ou une couleur quelque part, en fait ça utilise beaucoup de ressources matérielles, du logiciel, enfin pas du logiciel mais du processeur, de la RAM et tout ça. Donc voilà, nous on va utiliser celle-ci, d'accord, et c'est vrai qu'on peut faire plein de trucs et c'est vraiment cool. Donc on va aller ici sur Download, ici je vais télécharger et ici vous allez pouvoir donc avoir le guide d'installation si vous le souhaitez, d'accord, il est en anglais, hein. Vous pouvez le télécharger en version torrent ou bien vous pouvez le télécharger en version normale, d'accord. Donc ça c'est cool. Alors pour le télécharger en version normale, vous avez ici ce qu'on appelle des miroirs, donc des serveurs qui hébergent cela, d'accord. Donc vous pouvez le faire. Alors il y a des serveurs en France, donc comme ça c'est pas plus mal, hein. Vous êtes un peu plus sûr de la sécurité parce que n'importe qui peut gérer l'ISO et modifier le fichier finalement et puis vous mettre un petit virus dedans. Donc ce qu'il faut faire pour ça, vous téléchargez donc un fichier. Donc par exemple moi je vais cliquer sur celui-ci, d'accord.
hop, parce que je le connais, j'ai confiance, et vous voyez, moi je l'ai déjà téléchargé pour gagner du temps. Donc vous cliquez bien ici sur enregistrer et ça lance le téléchargement. Quand vous allez dans l'aide, vous voyez, vous avez même pas l'aide ici, vous avez ici ce qu'il faut faire. Vous voyez, on vous propose de télécharger 2 fichiers avec des clés de sécurité que vous allez pouvoir comparer grâce à l'aide, tout simplement, une fois que vous aurez téléchargé votre fichier. Et du coup, eh bien, si jamais c'est pas la bonne clé de sécurité, eh bien, vous saurez que votre logiciel a été changé par rapport au site original. Donc, dans ce cas-là, évitez de l'ouvrir, d'accord? Donc, c'est une manière sécurisée. On a déjà fait une démo là-dessus, donc je vais pas revenir dessus, d'accord? Mais sinon, vous avez tout dans l'aide, hein, il suffit de suivre, même si c'est en anglais, bien évidemment. Et vous voyez, vous pouvez vérifier l'ISO d'image, voilà, et ici, ils vous disent comment faire, donc bien télécharger les fichiers. Vous allez ensuite dans votre CMD, d'accord? Et puis, vous tapez ici directement dans votre dossier de téléchargement, ceci, et vous allez pouvoir avoir la bonne réponse, d'accord? Donc là, on va pas s'éterniser là-dessus, j'ai déjà fait la démo sur cette chaîne, me semble-t-il. Ok? Sinon, il y a plein de tutos sur internet, ou sinon je vous dirai directement en commentaire, n'hésitez pas à poser la question. Ok, on va pas faire durer trop ce tuto parce que sinon effectivement ça va prendre du temps. Deuxième logiciel que l'on va télécharger, c'est Rufus. Rufus, il est gratuit, je crois qu'il est open source évidemment, en tout cas il récupère pas vos données et il est très très connu. Vous allez grâce à ce petit logiciel pouvoir transformer votre clé USB anodine en clé USB bootable, c'est-à-dire qui va démarrer en même temps que votre système et sur lequel vous allez pouvoir installer un système Windows, Linux, que vous voulez, d'accord? Donc ça c'est plutôt cool. Il est traduit en français, donc ça c'est cool également. Alors pour ce faire, vous pouvez tout simplement aller ici dans téléchargement et pour Windows, alors c'est que pour ceux de Windows, hein, vous avez 4 possibilités. Vous pouvez même effectivement, comme je vous le disais, aller sur GitHub pour récupérer les versions open source si vous le souhaitez, d'accord? Donc là c'est la version 4.4, 4.4p, voilà, ça c'est plus pour ceux qui sont en 32 bits et donc moi je suis en 64 bits, hein, donc il n'y a pas de souci. Et pour savoir si on est en 64 bits ou pas, on clique droit ici, hein, sur notre menu ici, mais normalement si vous êtes après Windows 7, on va dire qu'il y a de grandes chances que vous soyez en 64 bits et vous allez ici dans système, d'accord? Et encore une fois ici, comme je le montre à chaque fois, ça me montre que je suis en 64 bits, d'accord? Donc 64 bits, donc je peux télécharger ici, c'est marqué x64. Alors on a la version normale et on a la version portable, d'accord? Moi je veux pas l'installer, je vais donc télécharger la version portable. Je clique dessus, ça s'ouvre tout de suite et je clique sur enregistrer. Vous voyez, c'est super léger, ça fait 1 méga 25, 1 méga 30, 1 méga 40. Ok, donc une fois que c'est fait, je peux me rendre maintenant dans mon dossier tuto et je me retrouve bien avec ma distribution Linux Mint ou bien la distribution Rufus. À savoir que si jamais votre ordinateur ne supporte pas Linux Mint, c'est-à-dire moins de 2 Go de RAM, essayez Xubuntu, je vous mets le lien dans la description et après vous allez faire exactement la même chose, ça s'installe de la même manière, c'est très léger et franchement ça fonctionne bien. Xubuntu, je vous ai déjà montré à quoi ça ressemblait dans cette vidéo. Ok, donc là, à partir de là, nous on va pouvoir tout simplement faire un petit clic droit sur notre Rufus, d'accord, et ouvrir ici en tant qu'administrateur. Il nous demande la permission, on fait oui. Voulez-vous chercher les mises à jour? Moi je vais faire non, hein, vous n'en avez pas forcément besoin. Donc ici on est sur la version portable, tout va bien. Ici donc je vais pouvoir mettre ma petite clé USB. Je la mets, j'aurais peut-être dû la formater avant parce que il y a déjà Linux dessus puisque c'est là où je m'en étais servi, mais ça change absolument rien. Vous voyez, il repère automatiquement ma clé, qu'il y ait quelque chose dessus ou pas, hein. Donc vous choisissez la bonne clé USB. Normalement, si vous n'avez qu'une clé USB, il la repère automatiquement. Ici, vous avez le type de démarrage, donc soit vous démarrez en MS-DOS, en FreeDOS ou bien avec une image disque. Nous, c'est l'image disque qui nous intéresse et on va ici dans sélection pour chercher notre image que l'on vient de télécharger, d'accord? Et donc on va cliquer dessus. On va faire ouvrir ici, on ouvre et vous voyez, il nous sélectionne automatiquement le schéma des partitions, il nous sélectionne ceci, il nous donne aussi le système de fichiers, donc il le met en NTFS et puis vous avez ici la taille d'allocation d'unités par défaut, hein, donc voilà. Et puis en fait après c'est tout, il reste plus qu'à cliquer sur démarrer, il va nous demander 2-3 petits trucs de mise à jour par rapport à ce logiciel spécifiquement que l'on veut mettre sur la clé, d'accord, hein, parce que évidemment si vous mettez Windows XP par exemple ou Windows 11 par exemple, ça va pas du tout être les mêmes paramètres à l'intérieur, donc il va faire tout seul, hein, vous inquiétez pas, vous mettez juste oui et puis c'est réglé, d'accord? Donc par exemple on va le faire ensemble, on clique ici sur démarrer, donc il me dit est-ce que je le veux en mode DD ou en mode ISO? Nous c'est un ISO, donc on préfère le garder en ISO, notamment pour Linux c'est mieux, et puis ici vous pouvez donc, il nous dit hein, voilà l'image utilise Syn Linux blablabla, voulez-vous le mettre à jour? On met oui, ici il nous dit attention
attention, toutes les données du volume seront effacées, normal, il va devoir le formater avant de copier, donc on met oui, et puis là on va laisser faire, donc là il va formater la partition, il va la mettre en fait totalement vierge, ma clé USB, puis après il va copier les fichiers et préparer ma clé pour qu'elle soit absolument opérationnelle. Évidemment, je vous mets le défilé en accéléré pour que vous puissiez en profiter, d'accord? Et puis comme ça, après, une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à se préparer sur notre autre machine, et pour ça, eh bien, vous allez voir, il y a deux petites manipulations à faire avant enfin de pouvoir démarrer et booter sur cette fameuse clé USB. Vous allez découvrir ça tout simplement, d'accord? Donc là, je le laisse terminer et puis on voit ça après. Donc là, ça se termine tranquillement. On va le laisser vraiment aller jusqu'au bout. Vous voyez, hop, il n'y a rien d'autre à faire. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur fermer. Ça y est, notre clé bootable est créée. OK, maintenant que c'est fait, eh bien, vous pouvez la retirer, bien sûr, de votre machine et vous pouvez aller sur la machine que vous souhaitez installer, tout simplement. Alors, il va y avoir deux petites manipulations à faire sur cette machine. La première, eh bien, c'est mettre votre clé au démarrage. Donc, comme ça, c'est fait. Hein, vous mettez votre clé dès maintenant. Alors, si possible, en USB 3, hein, vous savez, pour l'USB 3, allez, grossièrement, hein, on va dire que s'il y a un petit embout bleu à l'intérieur, on va dire que c'est de USB 3. D'accord, c'est plus rapide que ceux qui ont un embout noir. J'essaye de schématiser, c'est pas tout à fait le cas, mais bon, vous allez, voilà, on va pas passer des heures à expliquer ça, mais dans le principe, voilà, c'est plus rapide, donc n'hésitez pas. D'accord, vous en cherchez un, voilà, s'il n'y en a pas, bah, tant pis, vous passerez par du noir, ça prendra plus de temps dans le transfert, ça pose aucun problème. La deuxième chose qu'on va faire avant d'allumer votre ordinateur, eh bien, c'est essayer d'aller chercher vite fait sur Internet où est-ce qu'on trouve à la fois le menu BIOS sur votre ordinateur ou bien le menu du démarrage multi-boot, d'accord, ou de boot, d'accord. Pourquoi? Alors, vous avez deux choix. Soit vous avez un menu de boot, par exemple, en tapotant sur F8 au démarrage, et vous pouvez choisir de démarrer sur la clé plutôt que sur le disque dur ou bien sur un disque CD-ROM ou peu importe, d'accord. Ou bien vous n'avez pas, ou vous ne le connaissez pas cette touche de raccourci qui en général peut être F8, F12, F10, échappe, F1, voilà, et bien en général vous pouvez choisir bien tout simplement d'aller directement dans le BIOS, parce que dans le BIOS vous allez pouvoir modifier l'ordre de démarrage, et pour cette fois-ci bah, vous allez vouloir démarrer sur la clé. Alors pour démarrer sur le BIOS, encore une fois, ça dépend des machines, tout comme pour le boot, hein, le choix séquentiel de boot, et bien dans ce cas-là, en général c'est F2, voilà, que vous devez tapoter au démarrage, vous tapotez comme ça, vous allumez votre machine et puis bah, vous attendez. Et si c'est Windows qui se lance, c'est que c'était pas la bonne touche. Voilà. Mais sinon, vous cherchez sur Internet en tapant votre marque déjà. Hein, si vous tapez Compact, Acer, Asus, etc. Et après, si vous avez le numéro de la machine, c'est toujours mieux. Pourquoi? Parce que des fois, entre un Asus de 2005 et un Asus d'aujourd'hui, ben, ça peut avoir changé de touche ou autre chose. D'accord? Donc, sachez-le, hein, ça dépend pas de moi. Je vais essayer de vous trouver, de vous le mettre en description, quelque chose qui vous donne les principales touches. D'accord? Peut-être comme ça, vous aurez des facilités. Ok? Mais le but, c'est vraiment de dire à votre ordinateur que vous allez démarrer sur la clé. Une fois que c'est fait et que votre clé est bien dedans, vous allez forcément démarrer sur la clé. Et là, vous allez avoir tout un tas de choses qui vont s'afficher à l'écran. Vous ne touchez rien, mais rien du tout, hein, rien du tout, jusqu'à ce que vous arriviez en fait à cet écran. D'accord? C'est-à-dire que là, vous voyez bien que ici, par exemple, j'ai bien un Linux qui est lancé, d'accord? Mais je n'ai rien fait. C'est-à-dire que j'ai mis ma clé, j'ai dit que je démarrais sur la clé et j'ai attendu, d'accord? Je n'ai touché à rien. Si vous commencez à toucher à quelque chose, vous n'allez pas vous retrouver là et ce serait bien dommage. Donc en gros, là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien là, on est sur notre clé et on a un Linux tout à fait normal avec ici un menu démarrer, la possibilité de faire des tas de trucs. Alors il est en anglais, d'accord? Parce que c'est la version officielle, ok? Et après, nous, on va tout simplement l'installer en cliquant ici. Ok, donc ça veut dire que si vous faites des modifications là, mais que vous ne l'installez pas, vous restez sur votre clé et vos modifications ne seront pas prises en compte. Au prochain redémarrage, vous retrouverez exactement dans les mêmes configurations que le départ. Ok, c'est un petit peu comme Tails par exemple. Mais sachez que si vous voulez l'installer sur votre disque dur aux côtés de Windows ou remplacer Windows, c'est vous qui choisirez, eh bien vous allez pouvoir suivre ce tuto. D'accord? Donc une fois que c'est fait, nous on va double-cliquer ici, ok, et on va pouvoir aller à la suite. Normalement, assez rapidement, enfin ça dépend de la machine que vous avez aussi, il vous affiche ceci. Donc c'est le choix de la langue et à partir de là, bah, ça va être sympa parce que moi je suis descendu en français et tout de suite il a traduit l'interface et donc ça permet de pouvoir suivre évidemment. Et vous voyez, chaque petit carré bleu représente une tâche et après il va travailler tout seul. D'accord? Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire, il suffit juste de suivre.
Ok, donc la première chose, c'est la langue générale du service. Ensuite, c'est l'écran. Alors en général, on choisit French et par défaut, il vous met sur French Legacy. Alors évidemment, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ok, vous pouvez choisir québécois ou AZERTY comme vous voulez et vous pouvez ici le tester. C'est-à-dire vous tapez les accents, vous regardez si ça correspond à peu près à votre clavier. Vous pourrez le changer plus tard s'il y a besoin. Ok, une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez ici, vous avez la possibilité d'installer des codecs multimédia. Alors attention parce que ici on vous demande de le cocher, mais c'est pas une obligation. Hein. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire maintenant. Sinon, eh bien il vous le dira tout à l'heure dans les mises à jour une fois que ce sera installé. Pour ma part, j'ai préféré le faire avant. Bon, donc on a déjà prévu pas mal de choses. Il reste deux grosses choses à faire. D'abord, eh bien, donner un espace sur le disque dur à Linux, et puis après, il va falloir aussi donner une connexion Internet à Linux pour qu'il puisse mettre à jour. D'accord? Donc nous, on va poursuivre ici, et ici, on se retrouve avec Linux Mint à côté de Windows Vista. Vous avez plusieurs choix. Moi, j'ai choisi le premier, évidemment. Vous aviez trois choix, hein, le tout premier, et ce petit choix nous permet tout simplement d'avoir un accès tout simple avec d'un côté Linux Mint et de l'autre côté ici c'était Windows Vista, d'accord. Ici au milieu, si vous cherchez bien, alors moi je suis sur une image, ça va pas marcher, mais normalement vous pouvez cliquer gauche dessus et maintenir, et puis après pouvoir se déplacer à gauche et à droite tout en maintenant, voilà, et vous allez pouvoir donner de l'espace à votre Linux, d'accord. Donc en gros, essayez de donner une centaine de gigas, ce serait bien. Enfin, ça dépend évidemment de plein de choses. Ça dépend déjà de la taille de votre disque dur, ça dépend aussi de la masse de données que vous avez sur votre disque dur. Évidemment, si le disque dur ici était plein, vous ne pourrez pas faire ceci. Vous retournez sur Windows, vous faites du ménage, vous libérez une centaine de gigas, une cinquantaine de gigas si vous le souhaitez, et vous allez pouvoir à ce moment-là le faire, d'accord. Ou sinon, vous revenez à l'étape précédente ici et vous allez choisir à ce moment-là formater le disque dur et vous allez tout formater comme ça. Il n'y aura plus que Linux sur votre disque dur, d'accord. Donc c'est plusieurs choix évidemment. Moi j'ai choisi le premier qui s'appelle tout simplement Linux à côté de Vista, d'accord. Ok, nous on va poursuivre avec l'installation suivante. Donc là évidemment, comme je lui ai donné 190 Go et tout ça, et c'était qu'un seul disque dur, il me dit il va falloir à un moment partitionner, formater et tout ça. Donc on a différents messages. Là on met continuer. Là vous voyez, il me dit bien qu'on aura deux choses. Hein. On aura voilà donc deux partitions qui seront actives. Hein. Donc ça va nous permettre évidemment d'avoir à la fois Windows et à la fois notre Linux. Une fois que c'est fait, ça prend un peu de temps évidemment hein, de partitionner à ce moment-là, parce que plus vous avez de mémoire à donner, plus il est obligé de scinder le disque et puis de créer une nouvelle partition et tout ça. Là, ça peut prendre un petit moment. Vous allez chercher un sandwich, une petite bouteille d'eau et c'est parti. D'accord. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Vous arrivez sur l'installation. Alors l'installation, c'est cool parce qu'évidemment, sur l'installation, eh bien, vous avez la possibilité ici de choisir votre langue. Bon, on a déjà choisi la France, donc normalement en français, il nous localise à Paris, mais si vous voulez vous localiser, je ne sais pas moi, du côté de Mayotte, Mayotte serait plus par là je pense, ou du côté des Dom-Tom, Saint-Barth et compagnie, vous pourriez aller par ici, d'accord. Donc après c'est vous qui choisissez, hein, ça vous connaissez, c'est le même principe que Windows. Une fois que c'est fait, alors vous le savez, sur Linux c'est un peu comme sur macOS, puisque macOS finalement vient d'un Unix, donc c'est un cœur Linux à la base, eh bien vous devez mettre un nom et surtout vous devez avoir un mot de passe, c'est une obligation, d'accord. Donc ici par exemple, moi j'ai choisi mon ordi, mais j'aurais pu l'appeler Gaël, Schmugubluck, simple et gratuit test, démission Macron, enfin ce que vous voulez, voilà, vous lui donnez le nom que vous voulez, ce sera le nom de votre ordinateur, votre nom sur l'ordinateur, le nom de votre session. Ok, vous l'écrivez en haut ici et automatiquement ça va vous proposer ceci, ça va vous proposer cela. Alors vous laissez tel quel, hein, vous vous embêtez pas, et ici vous mettez un mot de passe. Alors vous voyez ici j'ai mis un mot de passe de 1, 2, 3, 4, 5 caractères, c'est pas assez, bien évidemment, mettez un mot de passe plus long, ok, parce que c'est sécurisé et ça évitera à n'importe qui de pouvoir le faire. Alors quand est-ce qu'on va vous demander ce mot de passe? Eh bien dans deux moments précisément, lorsque vous voudrez installer quelque chose sur votre ordinateur, c'est-à-dire qu'une mise à jour de votre système d'exploitation, une mise à jour d'un logiciel, ou bien vous voulez télécharger un logiciel ou télécharger autre chose, et bien systématiquement, comme sur Mac OS finalement, il vous demandera votre mot de passe. Et puis enfin, la deuxième chose, il vous le demandera au démarrage de l'ordinateur et à chaque fois que l'ordinateur se mettra en veille. Donc pensez à avoir un mot de passe que vous retenez bien facilement quand même, c'est important. Ok, donc évidemment, moi je déteste avoir un mot de passe au démarrage de mon ordinateur, donc j'ai fait la même chose pour ce client, je lui ai mis ouvrir la session automatiquement, du coup il n'a pas besoin de saper son mot de passe au démarrage
redémarrage de l'ordinateur. Mais sinon, par défaut, c'est celle-ci qui est là. Et vous pouvez même chiffrer votre dossier personnel dans lequel se trouvent tous vos documents personnels, vos RIB, etc., etc. Vous voyez qu'on est à la dernière étape. Maintenant, il suffit simplement de cliquer sur continuer ici et de laisser installer les choses. Alors, j'ai été obligé évidemment de faire des captures d'écran parce que comme c'est un moment où l'ordinateur est censé être à moitié éteint et tout ça, je pouvais pas faire de capture en direct. Hein, ça aurait été un petit peu dérangeant. Donc là, vous voyez, il commence par copier les fichiers. Il nous fait son petit blabla de présentation pendant ce temps-là. Donc, vous en avez peut-être pour... Alors moi, sur son Windows Vista, j'ai dû en avoir pour 20 minutes à peu près d'installation globalement. Donc vous voyez, c'est pas si long que ça. Ça dépend évidemment après du processeur de chacun et de ce qu'il y a sur la machine, c'est évident. Ensuite, bon là, il nous continue de nous copier les fichiers, il nous installe le système, vous n'avez rien à faire, absolument rien à faire. Et là, vous avez encore une fois l'installation des différents paramètres. Une fois que c'est fait, paf, on y est. Et là, vous avez ce petit message qui nous dit l'installation est terminée. Vous pouvez maintenant continuer à tester Linux Mint, mais tant que vous n'aurez pas redémarré l'ordinateur, les changements effectués ou les documents créés ne seront pas préservés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple en fait. Il faut savoir qu'actuellement vous êtes sur votre clé. D'accord? Là, techniquement, vous êtes sur la clé. Comme l'ordinateur n'a jamais redémarré, vous êtes toujours sur la clé. Alors oui, il l'a installé sur le disque dur, mais comme vous êtes sur la clé, eh bien c'est ce qu'il vous dit en fait. Vous êtes sur la clé et donc si vous faites des modifications, elles ne seront pas prises en compte. Donc c'est pas le moment de faire des modifications. Vous pouvez cliquer sur redémarrer maintenant. D'accord? Vous pensez bien à enlever votre clé USB une fois au moment du redémarrage pour éviter d'avoir un petit souci parce que sinon il va redémarrer sur la clé, hein, vous en apercevrez bien assez vite et donc à ce moment-là, une fois que c'est fait, vous allez arriver sur Linux Mint tout simplement. Donc vous voyez que ici quand j'ai cliqué sur arrêter, eh bien il me dit arrêter, enlever le média et appuyer sur entrée et voilà. Si jamais il y avait un petit problème à ce moment-là, vous arrêtez sauvagement l'ordinateur en appuyant sur le bouton Power et vous recliquez pour le démarrer tout à fait normalement mais sans la clé et ça va marcher nickel. Ça démarre tranquillement. Ici, vous arrivez sur un premier menu, d'accord? Ce premier menu, il vous propose de lancer Linux Mint, d'accord? Ensuite, vous pouvez, avec votre flèche du bas, descendre, descendre et descendre et démarrer sur Windows. Par défaut, il va donc démarrer sur Linux et vous avez normalement une dizaine de secondes pour faire votre choix. Si vous n'êtes pas là devant l'écran ou si jamais vous ne voulez pas appuyer sur une touche et que vous voulez bien démarrer sur Linux, vous laissez. Hein, il va démarrer tout seul au bout de 10 secondes sur ceci. D'accord? Une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir poursuivre. Là, il va démarrer. Ici, il nous demande de nous connecter au Wi-Fi. C'est fait et hop, ici on va tout simplement pouvoir donc avoir notre premier pas. Alors j'étais un peu de biway de travers quand j'ai fait les photos, hein, ce qui explique effectivement qu'on se retrouve avec des photos un peu tordues. Mais dans le principe, vous voyez ici, tout est bien en français, tout est parfait, ça s'allume à chaque démarrage et vous pouvez bien sûr l'arrêter, mais dès le départ vous avez les guides, les documentations et tout ça. Donc ça c'est plutôt cool. Vous voyez par exemple vous avez aussi la Logitech, comme ça vous n'avez même pas besoin de chercher à installer sur Linux, vous avez peur de faire quelque chose. Vous cherchez ici dans votre logiciel Logitech et vous pouvez installer Skype, GIMP ou pourquoi pas Discord, voilà, il y a énormément de choses, hein. Donc vous voyez, ça ressemble vraiment à du Windows, vous avez tous les logiciels qui correspondent évidemment, à part les logiciels propriétaires comme la suite Adobe par exemple ou d'autres qui ne sont pas disponibles, mais vous avez parfois, et ça je pourrais vous le montrer, d'autres moyens de les faire fonctionner même sous un Linux. Bref. Vous avez tout vu, je crois que j'ai plus de photos. Ah si, là par exemple, eh bien, on voit effectivement le menu démarrer avec évidemment tout ce qu'on peut faire de basique, hein, et vous avez ces informations. Là, on est vraiment au bout et vous voyez que donc c'était pas compliqué, juste un petit peu de stress parfois parce qu'on ne sait pas faire, mais quand on sait faire, en fait, il suffit de suivre, suivant, et quand on vous demande un mot de passe, vous mettez un mot de passe et puis voilà, c'est fini. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois si vous avez des doutes, vous avez les commentaires si vous avez des questions, et bien évidemment, pensez à me remercier en mettant un petit like, vous ça vous coûte rien et moi ça référence mieux la chaîne, c'est toujours mieux. À tout bientôt sur Simple et Gratuit, c'était Gaël, ciao.